Alors vous êtes donc un militant de l'éducation populaire, vous êtes notamment connu pour vos conférences dites gesticulées qui remportent un grand succès sur Internet. Je renvoie les auditeurs d'ailleurs à votre nom, on trouve ces conférences. On va revenir sur votre action, mais j'aimerais bien qu'on commence d'abord par un constat, ce postulat que nous posons cette semaine, que la crise que nous vivons n'en finit pas aussi parce qu'elle a touché jusqu'à la langue que nous parlons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et comment cette contamination se manifeste selon vous ? Je suis complètement d'accord. Je crois que le premier qui a compris ça, c'était un philosophe un petit peu oublié aujourd'hui qui s'appelait Marcuse, qui est un peu l'inspirateur de 68. Marcuse est le premier qui comprend qu'il est en train de se passer quelque chose dans le langage. Ou plus exactement, des gens sont en train de faire des choses au langage, parce que ça tombe pas du ciel, ce truc-là. Il y a des officines, il y a des think tanks, il y a des lieux qui travaillent des effets de langage pour faire passer dans les opinions publiques des façons de penser. Bon. Et Marcuse comprend ce que Orwell avait compris. Enfin, Marcuse le vérifie. À savoir que quand vous voulez installer un système totalitaire, vous n'êtes pas obligé d'avoir des armées qui défilent avec des bottes. Il suffit de faire disparaître du langage tous les mots négatifs. Ça, c'est le récit d'Orwell. Ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est qu'on en est là, mais pour de vrai. C'est-à-dire que en quelques décennies, ont disparu toute possibilité de nommer négativement le capitalisme. Alors, tout le vocabulaire du marxisme a disparu. Enfin, vous connaissez beaucoup de gens qui parlent d'exploitation aujourd'hui. Non, enfin, je veux dire, la gauche aime l'entreprise. La gauche est supposée rappeler que l'entreprise est le lieu de l'exploitation, sinon c'est plus la gauche. Bon. Et donc, quand vous n'avez plus de mots négatifs, vous pouvez plus penser la contradiction. Quand vous pouvez plus penser la contradiction, vous êtes plus dans une démocratie. Et donc on en est là, nous n'avons que du vocabulaire positif pour désigner le système. Le capitalisme s'appelle développement. Donc il y en a qui ont envie que ça soit durable, on les comprend. On va continuer peut-être à donner des exemples parce que évidemment là vous avez introduit tout de suite une lumière sur cette question, suppression du négatif. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples dans le vocabulaire d'aujourd'hui de mots qui auraient disparu ? Non, mais il n'y a que ça. Des mots qui auraient... Enfin, ou des mots ou des concepts ou des choses. Il n'y a que ça. On y reviendra tout à l'heure si vous voulez, mais par exemple tout le vocabulaire de la compétence, par exemple, qui a totalement envahi non seulement le monde professionnel, mais le monde éducatif, le monde associatif. D'accord, on ne parle plus que par compétence. Compétence, ça fait disparaître qualification. Or, c'est exactement le contraire. Quand en 1971, aux assises du patronat, qui sont devenus des entrepreneurs entre-temps, le CNPF se pose la question de briser le pouvoir syndical. On est 2 ans après une grève générale. Ils vont se faire aider par les Américains qui vont leur expliquer qu'il faut, si vous voulez supprimer le syndicalisme en France, si vous voulez le détruire, il faut rendre impensable la notion de métier. D'accord ? Et il faut la remplacer par la notion de compétence. Une compétence, c'est individuel. La définition d'une compétence, c'est la capacité de s'adapter en situation de changement. Autrement dit, une compétence, c'est toujours la soumission à une autorité. C'est le contraire d'un savoir-faire. Un savoir-faire, ça permet de faire des métiers. Une compétence, ça permet d'obéir. Voilà un exemple, puisque vous m'en demandez, de la façon dont du vocabulaire finit par rendre impensable. Alors vous imaginez, syndicalement, comment vous faites pour agréger des compétences pour qu'elles se battent. C'est mission impossible. Ça renvoie un peu à un symptôme assez général, je crois, aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler la disparition des métiers, c'est-à-dire ce qui pouvait résister effectivement en tant que savoir-faire. Oui, mais la disparition des métiers est programmée. Je veux dire, là, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, il faudra faire une émission là-dessus. Je veux dire, il faut effectivement... je veux dire, vous le savez comme moi, vous n'entendez que constamment, les carrières c'est fini, on va changer 50 fois de métier, il faut savoir s'adapter, etc., etc., etc. Je veux dire, toute l'employabilité n'est qu'une destruction du concept et de la notion de métier. Et alors, revenons un instant sur ce constat, sur l'abrasement du négatif. Comment ça fonctionne ? Pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait positiver les choses pour que les choses disparaissent ? Je suis pas neurolinguistique, mais je sais par exemple que quand vous prenez des oxymores tels que croissance négative, tels que égalité des chances. Égalité des chances, c'est une obscénité. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que l'égalité des chances, c'est la définition même de l'inégalité. D'accord ? Mais ça s'appelle égalité. Bon, Pourquoi expliquer ? Parce qu'on ne comprend pas forcément, tellement on est habitué à ce mot et à son côté positif. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. Voilà, ça ne dit rien d'autre que ça. Donc vous avez une définition là de l'inégalité. Vous me posez la question du positif. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir les oxymores. Sarkozy a abusé des oxymores. Je veux dire, la croissance négative, c'est extraordinaire quand même. Bon, les frappes chirurgicales, voilà. Bon, alors ça, je crois que c'est de la neurolinguistique. Il me semble que j'ai lu 2-3 trucs là-dessus. C'est que quand vous mettez un mot négatif et un mot positif, par une sorte de réflexe de survie, le cerveau va éliminer le mot négatif. Il va retenir le mot positif. Ce qui fait que si vous dites croissance négative, ça reste de la croissance. C'est juste aberrant. Vous comprenez ça, je veux dire. Mais l'inconscient
ne va pas retenir négatif, parce qu'il a peur, parce que c'est anxiogène, parce que la récession, ça fait peur, puis ils ont drôlement raison, parce que c'est un sale truc, surtout pour les pauvres. Par contre, si c'est de la croissance négative, ça, c'est sympa. Alors, tout ça, c'est le vocabulaire technocratique aussi qu'on entend encore plus souvent, sans doute. Par exemple, au niveau européen, j'imagine que vous avez des exemples aussi à nous donner sur un plan plus général de la manière dont l'Europe se construit. Oui, parce que l'Europe est un lieu qui véhicule énormément de ce langage. Donc, si vous allez sur le site du Conseil de l'Europe, vous retrouvez curieusement exactement les mêmes concepts que ceux de la Banque mondiale ou que ceux, etc. La bonne gouvernance, les bonnes pratiques, enfin, on pourrait en citer tout un tas. Enfin, la gestion accès résultat, vous voyez, c'est le pragmatisme. On va arrêter avec les idées vagues, on va s'attacher à du concret, les objectifs. L'évaluation. L'évaluation, Christophe Dejour a dit que l'évaluation est devenue la modalité dominante de la domination. Enfin, et en quoi ça serait positif, l'évaluation, par rapport à quelque chose qui serait négatif ? Parce que les gens ont tous besoin de parler de ce qu'ils font. Or, l'évaluation n'est jamais une évaluation, c'est toujours du contrôle. Le contrôle, c'est le contraire d'une évaluation. Les salariés à qui on impose des séances d'évaluation, entretien annuel de progrès, vous voyez, déjà, ils ne peuvent pas dire que ça n'a pas marché, déjà. C'est un entretien de progrès, ils ne peuvent que faire plus tout le temps. Bon. Les gens y vont et les syndicats sont gênés pour se défendre parce que nous avons tous envie de parler de notre travail. Nous avons tous envie qu'on nous écoute une fois, sauf que quand on va là-dedans, c'est pas pour qu'on nous écoute. C'est pour qu'on nous contrôle. Mais ça s'appelle évaluation. Ça n'est pas de l'évaluation. Jamais. Parce qu'une évaluation, ça se passe pas comme ça. Une évaluation, c'est vous qui la construisez. Vous construisez un jugement sur votre action. Vous attendez pas qu'un type en face vous donne des cases à cocher. Alors, je reviens à ce que vous disiez tout à fait au début, c'est-à-dire que gommer le négatif, c'est gommer la dialectique et donc finalement gommer même la pensée et la possibilité de penser, ce qui pourrait expliquer qu'on soit désemparé. Complètement. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout à fait. Et si vous n'avez plus de mots aussi critiques que nous avions encore, disons jusqu'à la fin des années 70, jusqu'à ce que le PS se fasse passer pour un parti de gauche, d'accord ? Si nous pouvions encore il doit changer de nom d'ailleurs par ailleurs. D'accord. Il serait temps. Il serait temps qu'il avoue. Si on peut plus parler d'exploitation, mais expliquez-moi ce que vous mettez à la place. Décrivez-moi l'exploitation, je vous attends. Parlez-moi de ce qui se passe dans les entreprises quand on maintient des gens pendant 10 ans au SMIC, d'accord, etc., etc. Donc vous voyez bien que le fait de ne pas avoir les mots ne permet plus de nommer et donc de penser la chose. Ça, c'est de la linguistique, là encore. On pense avec les mots. C'est pas le contraire. C'est pas je pense la situation et j'invente des mots. Ça marche pas comme ça. C'est il y a des mots à ma disposition, on appelle ça un vocabulaire, et avec ces mots, je peux penser la situation. Mais évidemment, si vous m'enlevez des mots et que vous me les remplacez par d'autres, si vous m'enlevez le mot pauvre, par exemple, si vous m'enlevez exploité, et si vous me le remplacez par défavorisé, bah oui, mais attendez, on parle bien des mêmes gens, dans la même situation. Mais alors on ne se représente pas du tout le problème de la même façon. Parce que si vous me parlez d'un exploité, je cherche qui est l'exploiteur. C'est-à-dire qu'exploiter est un mot qui génère une machine à réfléchir. Si vous me parlez d'un défavorisé, il n'y a pas de défavoriseur dans la langue française. Le mot n'existe pas, d'accord ? Donc un défavorisé, c'est un état. Un exploité, c'est un processus. Je peux penser un processus, je ne peux que constater un état. Donc un défavorisé, c'est un type qui n'a pas eu de bol. Un exploité, c'est quelqu'un qui a été exploité. Pourtant, c'est la même personne, dans la même situation. On peut dire qu'il y a peut-être aussi une disparition du conflit lui-même, la possibilité de conflit, sans parler d'exploitation, mais qu'il y ait des choses qui s'opposent. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs quand ils osent appeler dialogue social la relation entre les syndicats et le patronat. Enfin, je veux dire, on voit bien de quoi il s'agit. J'ai pas de dialogue social, il s'agit de rapport de force, ou alors je sais pas ce que c'est qu'un syndicat. Et donc, on nous a fait passer à partir des années 80 le conflit comme le repoussoir de la démocratie. Sauf que le conflit est la condition de la démocratie. Comment faut-il réagir ? Vous venez de refonder une structure d'éducation populaire baptisée l'Ardeur. Comment vous y prenez, vous ? Quel est votre programme pour essayer de subvertir cette contamination du langage ? Sur la question du langage, on anime depuis 2007, dans une structure qui vient de s'arrêter, qui s'appelait le Pavé, on anime des ateliers de désintoxication du langage, d'accord, dans lesquels on travaille ces effets, dans lesquels on permet aux gens de comprendre ce qui ne va pas dans l'utilisation du mot compétence, ce qui ne va pas dans le recours au projet. Voilà, l'ennemi absolu, c'est projet. Pourquoi projet ? Parce que ça transforme tout en marchandise. Il faut dire quoi alors ? Le projet, c'est ce qui tue le désir. Écoutez, on est à France Culture, on peut y aller. Je veux dire. N'importe quelle femme est capable de comprendre la différence entre un homme qui a un désir d'elle et un homme qui a un projet sur elle. D'accord ? Donc le projet, c'est ce qui tue le désir. Le désir, c'est ce qui est instituant.
C'est ce qui suppose la négociation, c'est ce qui suppose l'échec, c'est ce qui suppose l'hésitation, la créativité. Le projet, c'est de définir toutes les étapes d'un processus et de savoir exactement comment ça va se passer. Donc le projet, c'est ce qui fabrique des marchandises. Dans la nouvelle structure qu'on essaie de créer, on va continuer à travailler sur les effets de langage et puis on va se concentrer sur les syndicats. On va essayer de travailler le plus possible avec des organisations syndicales parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, armer les syndicats contre compétences, armer les syndicats contre évaluation, c'est pas inutile.